notre invité politique ce matin, c'est donc Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour, Ariane Mancini. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. J'ai à peine le temps de m'installer. Ouais, ça va vite. Maintenant, ça va vite. Vous êtes sénateur de la Vendée, vous êtes président du groupe Les Républicains ici au Sénat, bien sûr. Et on est ensemble pendant un petit peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Sébastien Coratin. Bonjour. De l'Écho républicain qui représente la presse régionale ce matin. On va commencer en parlant bien sûr de la crise sanitaire, Bruno Retailleau, puisque le Sénat, ça y est, examine aujourd'hui le texte vigilance sanitaire. Le gouvernement veut prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Le Sénat dit non, pas au-delà du 28 février. Est-ce qu'il y a un peu de position politique pour relancer à nouveau un débat fin février, c'est-à-dire à 6 semaines de la présidentielle ? Non. Ce serait le cas si nous avions aujourd'hui un changement de pied. Mais depuis la première loi sur l'état d'urgence, notre position absolument constante a été de dire au gouvernement, on vous remet entre vos mains des libertés. Ces libertés, ce n'est pas celle des sénateurs ou du Sénat, c'est la liberté des Français. Par conséquent, la contrepartie, c'est qu'on doit, le Parlement, pouvoir contrôler l'exécutif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous laisser jusqu'à la fin du mois de juillet sans aucun contrôle, avant de partir en campagne, voilà, c'est-à-dire quand le Parlement sera encore réuni, au mois de février, on veut refaire le point. On ne peut pas nous accuser d'attitude politicienne dans la mesure où, à chaque fois, vous l'aurez observé, systématiquement, nous avons tenu cette ligne qui est une ligne de constance, mais aussi de cohérence. Vous êtes aussi inquiet du gouvernement qui pourrait arriver en mai et qui donc aura ses pouvoirs s'il n'y a pas de clause de revoyure en février ? Est-ce que ça vous inquiète ? On est dans une période, et le Conseil d'État l'a très bien dit dans son rapport, où un certain nombre de libertés ont dû être contraintes. Parce que le curseur entre la protection, la sécurité sanitaire et la liberté a dû être déplacé au détriment des libertés pour protéger la santé des Français. Eh bien, dans ces périodes où on abdique volontairement, avec le Parlement, sous le contrôle des élus, un peu de nos libertés, eh bien, il doit y avoir aussi un contrôle renforcé. C'est tout. Je pense que c'est la règle de la démocratie. Je vois bien que l'exécutif, avec le Parlement, souvent, il en prend à ses aises. Bien non, il y a un Parlement, il y a des contre-pouvoirs. C'est tout simplement le jeu démocratique. Autre proposition d'amendement, la territorialisation de l'usage du pass sanitaire avec des territoires où il resterait en vigueur, là où le virus circule plus activement qu'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que nous en pensons, c'est que le pass sanitaire a été un bon outil pour inciter les gens à se faire vacciner. La preuve, moi je suis donc président du premier groupe majoritaire au Sénat et pour autant je suis dans l'opposition à Emmanuel Macron. Et pour autant, encore une fois, nous avons voté par esprit de responsabilité, pas du tout donc politicien. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de crier, si je veux dire, de hurler avec les loups. On a voté le pass. En revanche, aujourd'hui, on se dit que le pass a accompli la première de ses fonctions, l'incitation à la vaccination. Et d'ailleurs, le dernier rapport du Conseil scientifique du 5 octobre dernier le dit parfaitement. Donc ce que l'on veut, c'est dire aux Français, voilà, le pass sanitaire, c'est pas un instrument qui est là aussi contraignant, qu'on peut installer dans la durée. Et il faut commencer à envisager les conditions dans lesquelles on peut l'assouplir pour demain en sortir. Juste un mot juste sur cet amendement sur la territorialisation du pass. Est-ce que votre groupe est divisé sur la question ? Parce que vous êtes pour, Philippe Bas est pour. Hier, on recevait Pascale Gruny, la sénatrice qui est dans votre groupe, qui est aussi rapporteure du texte. Elle est contre. Il y a des divisions de votre groupe sur ce sujet ? C'est parfaitement normal sur cette question-là, et c'était le cas au mois de juillet. J'avais 25, je crois, sénateurs qui avaient un autre point de vue sur les quasiment 150 que nous sommes. C'est normal qu'il y ait des divergences, mais très largement, le groupe sera rassemblé. Encore une fois... C'est-à-dire qu'il y a des divergences que sur cet amendement ou il n'y aura pas unanimité sur le vote final du texte ? C'est sur cet amendement, c'est sur le pass sanitaire, parce qu'en fait, il va y avoir 3 points de différence par rapport à l'Assemblée, surtout par rapport au gouvernement. C'est-à-dire que nous, on veut 3 verrous de sécurité. Le premier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le contrôle démocratique du Parlement au mois de février. Le deuxième, c'est bien sûr l'assouplissement du pass sanitaire en fonction de la situation réelle, vaccination, taux d'incidence de l'épidémie. Et le troisième, c'est l'accès aux données de santé pour les jeunes qui sont dans les collèges, les lycées. On ne veut pas les donner aux chefs d'établissement. C'est pas le job d'un chef d'établissement. Ce sont des données qui sont fragiles. Et là encore... C'est une atteinte au secret médical ? Bien sûr, on le considère. Et vous savez qu'on avait déjà eu cette position au mois de juillet dernier où un dispositif similaire avait été refusé au Sénat. Donc, vous voyez, ce que je veux dire aux Français, c'est que dans cette période où beaucoup ont craint
à juste titre d'ailleurs, pour leur liberté, le Sénat s'érige en gardien de ces libertés. On essaie d'agir avec responsabilité. Attention, cette épidémie a fait des morts, elle en fait beaucoup moins. Donc on juge aujourd'hui que c'est le moment d'un assouplissement. Et pour vous, le protocole qui est en place dans les écoles avec les attestations sur l'honneur, il ne suffit pas, hein, c'est l'avis des chefs d'établissement? Écoutez, en tout cas, pas au point d'enfreindre le secret médical. Si vraiment il devait y avoir connaissance du statut virologique des élèves, alors, pour notre part, nous pensons que ce devrait passer notamment par les médecins scolaires qui ont le statut de médecin et qui, ayant ce statut-là tout particulier, parce qu'ils sont soumis au secret médical, pourraient avoir accès à des informations qui sont quand même des informations très sensibles. Je crois que de toutes les données de santé doivent être les plus protégées. On va parler des médicaments, des annonces faites par Olivier Véran il y a 2 jours. Voilà, donc la France a commandé 50 000 traitements anti-Covid, le Molnupiravir, qui sont produits par un laboratoire américain qui est Merck. Alors c'est un traitement qui permettrait de diviser par 2 le risque de contracter des formes graves du Covid. Par contre, son coût s'annonce exorbitant. On parle de $700 la dose. Est-ce qu'il faut en faire une priorité selon vous ? La priorité, c'est d'abord les mesures de protection, c'est d'abord le bouclier vaccinal, parce qu'on voit bien que ces mesures-là, c'est extrêmement efficace, le vaccin. C'est ce qui est le plus efficace. Maintenant, je pense que lorsque un certain nombre de personnes, vous avez des personnes, vous savez, qui ne peuvent pas se faire vacciner, parce que ça entraîne chez elles des réactions qui peuvent être extrêmement graves. Si ces personnes, et d'autres aussi, peuvent attraper la maladie et que cette maladie commence à développer des formes inquiétantes, bien sûr qu'il faut utiliser tout ce que la médecine, tout ce que la science met à notre disposition pour préserver des vies humaines. Un dernier mot sur cette question sanitaire. 1 lit sur 5 est fermé aujourd'hui dans les hôpitaux, faute de soignants. Selon le Conseil scientifique, Olivier Véran reconnaît une situation compliquée, mais il défend dans le même temps ces mesures du Ségur. Est-ce que vous avez l'impression que le ministre prend suffisamment la mesure de la situation ? Ça, c'est une grande leçon. C'est la leçon que les dizaines de milliards d'euros déversés en termes de dépenses publiques n'améliorent pas nécessairement les services publics. Pourquoi ? Le Ségur de la santé, ce sera pour 2022 plus de 10 milliards, sans doute, je crois, 12 milliards. Mais on voit bien que dépenser l'argent des Français, l'argent que nous n'avons pas, les chèques emploi, qui est désormais la seule politique du chef de l'État, le quoi qu'il en coûte, j'y reviendrai, parce que c'est un poison. Eh bien, on voit bien que l'argent public, la dépense publique, sans la réforme, ça n'aboutit qu'à faire dysfonctionner le système. Vous avez cet exemple-là que vous citez sur 1 lit sur 5 fermé dans nos hôpitaux publics. Vous avez la sécurité, c'est la même chose. Vous pourrez multiplier les policiers, les gendarmes. Si un certain nombre de magistrats relâchent les délinquants, c'est pas ce qui fera que la France sera plus protégée. Et je pourrais étendre les exemples. Donc je crois que, encore une fois, il faut sortir de quoi qu'il en coûte. Et j'accuse Emmanuel Macron de distiller en France un poison. Le poison du quoi qu'il en coûte est un poison pour les jeunes générations qui devront boire le calice jusqu'à la lie, et un poison aussi pour les Français parce que c'est une illusion. Voilà. Se passer de réforme parce qu'on n'a pas le courage de faire la réforme, par exemple les retraites, ça coûte de l'argent. Regardez sur les retraites. Il y a quelques jours, l'Agirc-Arrco, les retraites complémentaires, c'est pour le privé, pour ceux qui ne sont pas cadres, à peu près 50% du niveau d'une pension, de la retraite. Eh bien, il a fallu baisser le niveau en ne revalorisant qu'à la moitié du taux de l'inflation. Donc c'est une perte de pouvoir d'achat. Et donc là, vous avez grandeur nature, la preuve par 9, que lorsqu'il n'y a pas de réforme, alors il y a une paupérisation. Mais c'est uniquement une question de courage ou c'est aussi une question de moment politique ? Est-ce que c'est le moment de faire cette réforme au sort d'une crise ? Mais c'est une question de courage. Ça fait 5 ans. Il a eu 5 ans. Il a eu 5 ans. Mon groupe s'est engagé à faire le bilan chiffré, objectif, du quinquennat Emmanuel Macron, et dont on verra que on le fera pour la fin de l'année, et c'est sans doute un des pires de la Ve République. On va parler d'un autre sujet d'actualité, c'est le Brexit et le gouvernement français, ça y est, qui prend des mesures de rétorsion contre le Royaume-Uni. Dès mardi, le Royaume-Uni n'accorde pas aux pêcheurs français les licences qui leur sont nécessaires pour continuer à pêcher dans les eaux britanniques. Le gouvernement a raison d'aller jusqu'à ce stade des sanctions pour vous. Vous le soutenez là-dessus ? Bien sûr, sauf qu'il réagit une fois de plus avec retard. Les Anglais devraient se méfier. D'abord, ils ont signé et leur honneur devrait être d'honorer justement cette signature. Ils devraient se méfier parce qu'ils sont, bien sûr, ils ont des eaux poissonneuses. Et du coup, beaucoup de nos pêcheurs, notamment normands, doivent pêcher dans leur zone économique exclusive. Très bien. Sauf que eux sont exportateurs de leurs poissons. Et le premier client... À 70%.
un peu plus même. Mais le premier client, c'est la France. Donc je suis favorable à ce que des sanctions puissent être prises. Dès hier, 2 bateaux ont été arraisonnés, je crois, en baie de Seine. Il y aura des interdictions de débarquement, justement pour les bateaux britanniques, et on pourrait même aller jusqu'à mettre le doigt sur la gâchette du disjoncteur, parce que vous... C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on fournit l'électricité, par exemple, aux îles anglo-normandes. Donc, il faut aller jusque-là. Cette fois-ci, il ne faut pas toujours dire, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Un mot sur l'Union européenne. L'Union européenne, elle est plutôt silencieuse sur ce sujet. Elle ne soutient pas franchement la France. Comment vous l'expliquez, ça? Mais parce que c'est finalement l'Europe qui est souvent une Europe molle, voilà, parce qu'il y a des intérêts divergents. On pourra peut-être parler tout à l'heure d'écologie, de l'électricité. Sur le marché de l'électricité, on a une aberration. Pourquoi? Le marché de l'électricité fait que le tarif de l'électricité en Europe, il est calculé sur la technologie qui sert en dernier ressort pour le pic de consommation. C'est le gaz. Mais vous vous rendez compte, en France, le gaz, c'est 6%. On se sert du gaz que pour produire 6% de notre électricité. 70%, c'est le nucléaire. Et donc, la tarification fait qu'on tarifie sur ce qui est le plus cher, sur le gaz. Ça n'a aucun sens. Et en plus, sur une énergie fossile. Eh bien, je voulais illustrer par mon propos la division de l'Europe. Vous avez en Europe 3 paquets. Voilà. 3 groupes de pays qui ont des visions opposées, ce qui fait que nous n'aurons pas d'accord, malheureusement, quoi qu'en ait dit Bruno Le Maire, sur la réforme du tarif de l'électricité en Europe. C'est-à-dire qu'il le sait, pour vous, qu'il n'y aura pas d'accord, qu'il ment aux Français, ou qu'il espère qu'il y a un accord? Je ne veux pas dire qu'il ment aux Français, c'est sans doute parce qu'il prend ses désirs pour les réalités, mais il n'y aura pas d'accord, je vous le dis, enregistrez-moi, et si c'est l'inverse qui se produit, je suis prêt à vous offrir une bouteille de champagne, rien de Mancini. Mais malheureusement, parce que très franchement, ça n'a aucun sens par rapport à la situation française. Alors on va parler justement de cette question de l'énergie et de l'écologie, puisque c'est évidemment ce à quoi vous consacrez votre livre. Aurons-nous encore de la lumière en hiver? C'est aux éditions de l'Observatoire. On en parle d'abord avec vous, Sébastien. Oui, vous y partagez vos réflexions sur l'écologie, un thème dont la droite se serait laissée déposséder, dites-vous. Est-ce qu'elle ne l'a pas un petit peu délaissé, l'écologie, la droite? En fait, la droite était la première à agir. Premier ministère de l'Environnement, vous savez, c'est sous Georges Pompidou. Première loi sur l'environnement, c'est là aussi la droite. La création de l'ONF, l'Office national des forêts, des parcs nationaux, etc., etc. Et puis, en réalité, tout à coup, en fait, l'écologie a été prise en otage par une gauche radicale qui s'est servie en réalité de l'écologie comme s'était servi de l'anticapitalisme pour mettre à bas une société. Vous savez, quand les maires écologistes, on l'a bien vu d'ailleurs à Bordeaux, à Lyon ou ailleurs, à Strasbourg, veulent interdire les sapins de Noël, veulent des cours dégenrés, veulent par exemple interdire par exemple, le Tour de France, vous voyez bien qu'il y a un autre agenda. Or, moi, je postule dans ce livre que l'urgence climatique, elle est réelle. Le compte à rebours a commencé. Si vous voulez mobiliser les Français, il y a 2 conditions. La première condition, c'est qu'il faut être loyal avec les Français. Si les Français pensent que derrière votre agenda écologique se cache quelque chose d'autre pour détruire la société parce que la société d'aujourd'hui ne vous plaît pas, pour d'autres raisons, et que vous faites justement l'écologie un prétexte pour autre chose, ça ne marchera pas. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas faire l'écologie sur le dos de nos concitoyens les plus modestes. Parce que c'est eux, on l'a bien vu avec la taxe carbone, qui roule souvent diesel. Qui fait ça pour vous? Qui fait de l'écologie sur le dos des plus modestes? Le gouvernement l'a fait. Nous l'avions dénoncé dans le projet de loi de finances, dans le budget de l'État, en décembre 2017, parce que nous avions découvert qu'il y avait une trajectoire de taxe carbone, dit de taxe carbone. Ils n'en avaient rien à faire. En réalité, de l'écologie, c'était pour renflouer les caisses de l'État. Plus de 140 milliards d'euros sur 5 ans. Et ça a été vraiment l'étincelle qui a déclenché justement le mouvement des Gilets jaunes. Donc attention, à chaque fois, j'ai fait une proposition par exemple sur l'équipement des pompes à chaleur, mais sur le nucléaire, vous savez que par rapport à l'Allemagne qui a abandonné le nucléaire, on a là, en 2011, on a 10 ans de recul. On va parler de cette question du nucléaire, mais juste pour finir sur votre parti, puisque pour compléter la question de Sébastien. Alors, dans l'introduction, vous êtes assez sympathique, j'allais dire, avec votre parti, puisque vous dites effectivement que la droite en parle moins bien, mais elle en fait plus, notamment dans les territoires. Dans la conclusion, vous êtes beaucoup plus sévère. Vous citez ce sondage IFOP qui dit que 29% des Français seulement font confiance aux Républicains pour mener une politique en faveur de l'écologie, et vous dites la droite n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même. C'est-à-dire oui, qu'il y a une grosse responsabilité de la droite? Parce que l'écologie est un des sujets que nous avons abandonné. Et nous l'avons abandonné à tort, parce que nous devons revendiquer d'abord une forme de philosophie
de l'homme et de la nature, humaniste. Nous sommes pour une écologie humaine qui place, contrairement aux animalistes, l'homme au centre, si j'ose dire, du système écologique. Et c'est nous seuls, grâce au génie, aux facultés humaines, qui pouvons protéger justement la nature, même si nous avons des responsabilités dans la dégradation du climat. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut qu'on se ressaisisse et puis que et c'est pas le cas parce qu'on a l'impression que la droite parle plus d'écologie, mais vous n'êtes toujours pas crédible. Je rêve qu'au Sénat un jour, on réunisse une cinquantaine justement de ces élus, et j'en connais beaucoup, qui ont fait des choses extraordinaires sur leur territoire. En Vendée, quand j'entends des pistes cyclables aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on avait fait 1000 km de pistes cyclables. On a économisé l'équivalent de 2 barrages sur l'eau potable. On est champion pour le tri, etc. On vient d'ouvrir justement une unité de production d'hydrogène vert. C'est la première mondiale. Donc on fait des choses sur le territoire, mais la droite en parle moins bien. Peut-être qu'on conceptualise moins facilement, parce que la droite, en réalité, c'est ce qui la caractérise, elle n'habite pas le ciel des idées. Elle est à l'aise dans l'action, mais moins dans le débat d'idées. La gauche, souvent, c'est l'inverse. Pour vous, c'est ça l'écologie du réel, alors? C'est ces projets... L'écologie du réel, c'est une écologie qui se débarrasse d'un côté religieux. Vous voyez, c'est une écologie qui renoue avec la raison, avec la science, avec le génie humain. On a apporté tellement de choses on parlait du vaccin, Pasteur, mais aussi Gérard Mourou. Regardez, un prix Nobel de physique français qui a, en laboratoire, réduit la période de radioactivité, notamment pour les problèmes nucléaires. Donc, faisons confiance à nos chercheurs, à nos ingénieurs. Un autre exemple, en Vendée, nous faisons désormais, il y a une entreprise qui a trouvé un béton décarboné. Vous savez que pour faire un béton, une tonne de béton, vous avez pratiquement autant d'émissions de CO2. Eh bien là, c'est divisé par 6. Pourquoi est-ce qu'on ne leur fait pas confiance ? Juste sur le débat qui est actuellement en cours, sur le mix énergétique, la part entre le nucléaire et le renouvelable. Alors vous êtes très clair dans votre livre sur ce sujet. Vous dites « Je suis écologiste et c'est pour ça que je défends l'énergie nucléaire. Abandonner le nucléaire est une impasse à tous égards. Et pourquoi dépenser autant pour développer l'éolien et le solaire qui servent si peu nos usages ?» C'est-à-dire que pour vous, on fait quoi sur ce mix énergétique? Est-ce qu'on ne touche pas à la part de nucléaire? Est-ce qu'on augmente la part de nucléaire? On n'atteint pas les 50% qui est l'objectif du gouvernement? Les 50% d'objectifs du gouvernement, c'est tout sauf un objectif écologique. C'est le fruit d'un accord politicien entre Madame Aubry et Monsieur Hollande, le PS et les écologistes en 2012. Je veux le rappeler, c'est-à-dire que l'avenir énergétique des Français a été sacrifié sur le petit autel des petits accords politiciens. Résultat d'ailleurs, aujourd'hui, fermeture de Fessenheim. En 2 ans, le nombre de jours de dépendance électrique en France a doublé. On est passé de 26 à 43 jours. Donc moi, je suis pour qu'il y ait bien sûr des énergies renouvelables, la biomasse, le vent, et aussi le photovoltaïque. J'ai sur le toit de ma maison des panneaux photovoltaïques, que vous racontez dans chaleur, etc. Oui, bien sûr. Mais je suis aussi pour qu'on ait environ, alors on peut le discuter, 2/3 environ d'énergie qui nous viennent d'une source nucléaire. Et n'oublions pas en France, donc c'est-à-dire on reste grosso modo dans la part actuelle pour vous? Oui, absolument, absolument. Ça veut dire qu'il nous faut mettre en œuvre un certain nombre de décisions, surtout pas comme le dit où l'a dit Emmanuel Macron il y a 2 ans, fermer une douzaine de réacteurs avant 2035. Il faut prolonger au contraire les centrales dès lors qu'elles sont sûres et puis mettre en chantier de nouveaux réacteurs. Un dernier mot là-dessus avant de passer aux Républicains, puisque vous évoquez aussi la place du Parlement dans ce débat. Est-ce que pour vous, il faut un débat au Parlement sur le futur mix énergétique suite à la remise du rapport de RTE? J'ai parlé d'un accord politicien. Eh bien, je pense que l'énergie, c'est la durée, c'est la permanence. Il faut que ce soit sous un contrôle démocratique. Parce que je parlais de l'Allemagne tout à l'heure. L'Allemagne a abandonné le nucléaire. Vous savez que les ménages allemands aujourd'hui paient 2 fois plus. On parle de pouvoir d'achat et de chèques. Regardez cette ineptie du chèque inflation. Voilà. Chèque inflation et différents chèques, ça sera plus de 10 milliards. C'est 10 fois plus que ce que M. Macron va consacrer au nucléaire dans le plan d'investissement. Mais est-ce qu'aujourd'hui on fait un débat? Emmanuel Macron s'apprête à annoncer la construction de 6 nouveaux EPR. Est-ce qu'il faut un débat au Parlement avant cette annonce? Mais bien sûr qu'il faut contrôler justement le gouvernement. Et ce que j'aimerais, c'est que pour une fois on s'installe dans la durée. On ne peut pas dire, il y a 2 ans, on va fermer les centrales, le nucléaire c'est pas bon, etc. Et retourner sa veste en permanence. Parce que ça, les grands projets industriels français, menés sous Charles de Gaulle, sur Georges Pompidou, ont toujours été des projets de long terme. Aujourd'hui, ce que je constate de la part de nos gouvernants, eh bien, ils sont dans le court-termisme. Et ça, c'est un poison, là aussi. On va parler des Républicains, Sébastien.
Oui, l'investiture LR pour la présidentielle. Six candidats déclarés, un vote lors du Congrès Les Républicains le 4 décembre. Est-ce que ça n'arrive pas trop tard? Oui, vous avez raison. Et je l'ai dit depuis un an. C'est un calendrier décalé qui a permis sans doute à Éric Zemmour de s'installer parce que nous avons créé du vide. Voilà. Moi, je ne l'ai jamais caché. J'avais fait, il y a un an très exactement, 2 propositions. Un calendrier court, voilà, pour installer notre candidat, notre champion, notre championne au cœur du débat médiatique et politique. Et j'avais fait aussi une proposition d'une primaire. D'ailleurs, Gérard Larcher était sur la même ligne, nous étions sur la même ligne, qui soit une vraie primaire ouverte. Parce qu'aujourd'hui, plus aucun parti n'a une légitimité pour imposer, pour transférer une légitimité à un ou une candidate. Et vous dites, ça y est, Éric Zemmour, il s'est installé en partie. C'est la faute des Républicains. Non, de grâce. Non, et de ce calendrier, de cette méthode. Ce que je veux simplement dire, est-ce que vous ne connaissez pas trop ce calendrier-là, évidemment, il s'en est servi, bien sûr. Maintenant, moi, je suis loyal, j'ai ma famille politique. La question de la primaire a été tranchée. Ça sera un congrès, donc une primaire fermée. Très bien. Enfin, très bien, non. Mais juste parce que vous dites Éric Zemmour, il s'est installé. Alors, certes, il y a une question de calendrier, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de fond? Quand Gérard Larcher, ce week-end dans le JDD, dit on a trop tardé sur la question migratoire, l'insécurité, l'identité, oui. Il y a eu des renoncements. Il y a eu aussi des problèmes de fond chez les Républicains qui ont permis à Éric Zemmour d'en être là où il est? Pourquoi est-ce qu'on a perdu tant de nos électeurs qui se sont tournés vers Marine Le Pen? Pourquoi aujourd'hui il semblerait qu'un certain nombre, peu, mais des électeurs républicains se tournent vers Éric Zemmour? Parce qu'on a dû avoir dans le passé un comportement qui a déçu notre électorat. Pas parce qu'on en a trop fait, parce qu'on n'en a pas fait assez, et parce qu'on était totalement tétanisé par une forme d'hégémonie médiatique et de gauche qui considérait qu'on n'avait pas le droit, ou dès qu'on parlait de l'immigration, on était, si j'ose dire, des fascistes. Voilà, ce sont ces vraies lâchetés, ces fausses prudences, ces vraies hésitations qui ont fait qu'aux yeux de notre électorat, nous n'avions plus d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours assumé, moi, une ligne d'une droite qui soit une droite avec des convictions fortes, pas avec des idées molles. Voilà. Alors là, ils en parlent beaucoup, les candidats d'immigration. C'est quoi? C'est le signe d'une droitisation du parti ou est-ce que pour vous, c'est bien? La France est droitisée, c'est absolument clair, mais je suis très heureux que les principaux et même tous les candidats au Congrès de décembre prochain assument enfin une ligne politique qui soit très claire en matière régalienne. L'autorité, parce que on a le désordre en France dans nos rues qui sont ensauvagées, dans nos quartiers qui sont en train de s'islamiser. Donc la question, bien sûr, de l'islamisme, la question du rétablissement de la sécurité et de l'autorité, et la question de l'immigration. Et il y a bien sûr un lien entre une immigration totalement incontrôlée et les questions de sécurité. Vous le dites, Bruno Retailleau, la France s'est droitisée. C'est confirmé d'ailleurs par une étude de la Fondapol qui a été publiée hier dans le Figaro et qui dit effectivement que les thèmes associés à la droite s'imposent dans l'opinion. Comment, dans ce cas-là, vous expliquez que vous n'arriviez pas à capter cet électorat? Parce que pour l'instant, on n'a pas un vrai candidat. Voilà. On a, avec ce calendrier, plusieurs candidats. Donc, c'est uniquement ça? Ça veut dire que le 4 décembre, ça va changer? Vous allez réussir à recapter ou le problème est plus profond? Je ne suis pas sûr qu'un coup de baguette magique suffise. Je pense qu'au moins, on aura une condition, il y aura une incarnation. Ensuite, il faudra porter un vrai projet. Pas seulement des mesures programmatiques, il faudra aussi porter un récit et avoir du souffle. Porter un projet, comme je le dis souvent, de civilisation. Les Français n'attendent pas des petits réglages paramétriques. Ce n'est pas ce qu'ils attendent. Dernière question, Sébastien. Vous avez choisi votre candidat? Non, je reçois chaque mardi en réunion de groupe les candidats. On a commencé par Xavier Bertrand, hier c'était Michel Barnier, ce sera prochainement Éric Ciotti, etc. Voilà, je les écoute attentivement. Je n'ai pas été candidat, j'avais envisagé de l'être. Je ne l'ai pas été pour les raisons que je vous ai indiquées, de calendrier, de primaire qui n'étaient pas ouvertes. Mais ce n'est pas pour me présenter par procuration. Donc j'attends, mais votre choix n'est vraiment pas fait ou c'est juste que vous ne voulez pas le rendre public? Ce que je vous dis, c'est que mon choix aujourd'hui n'est pas fait. Ça va aussi dépendre des débats télévisés qui auront lieu? Je pense que les 4 débats télévisés seront des débats importants parce qu'il y a une exposition médiatique. Chacun doit aller chercher au fond de lui-même
des arguments, mais au-delà de ça, la télévision, c'est une forme de radiographie. Le message textuel est une chose. Après, il y a des attitudes qu'on perçoit, il y a une forme de densité ou non qu'on a sur un plateau. C'est pas donné à tout le monde, mais ce sont des indicateurs qui comptent pour ceux qui regardent l'écran et les débats. Un second tour, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, qu'est-ce que vous faites ? Je ne réponds jamais à cette question comme je ne répondais pas à la question du second tour qu'on me proposait à chaque fois entre Marine Le Pen et puis parce que ça change à chaque fois et parce que répondre à cette question ce serait abdiquer cette possibilité qu'on soit nous-mêmes au second tour. Or je pense que si on a un taux de qualification à 16%, on peut parfaitement avoir un candidat, les Républicains, qualifié pour le second tour. Merci beaucoup, merci Bruno Retailleau, merci d'avoir été notre invité ce matin.